Salut à tous, alors aujourd'hui on attaque le troisième volet sur les morphes du Régis. Donc la première épisode c'était sur le classique avec la génétique, second épisode sur l'albinos, et là on attaque le dernier gène qu'on a trouvé à l'état sauvage, c'est le pied-bol. Dans les épisodes suivants, là on verra d'autres gènes, je pense qu'on va après continuer sur le pastel et sur le spider. Donc là on revient au pied-bol. Donc le pied-bol, qu'est-ce que c'est? C'est un gène qui est lui aussi récessif et pour qu'il soit visible, il faut qu'il soit à l'état d'homozygote. Donc là on va continuer un petit peu sur la même structure qu'on a fait depuis le début. Donc la première partie qui sera un petit peu de génétique, montrer un petit peu comment ça fonctionne. Deuxième partie sur la description du gène en lui-même. Et en dernière partie, ça sera le commentaire. Donc là on attaque directement la première partie. On va commencer par un premier exemple avec un spécimen reproducteur pied-bol et un deuxième et l'autre reproducteur qui sera lui classique. Donc je vous présente plus le fameux tableau. Donc d'un côté le mâle, d'un côté la femelle. Donc on prend évidemment là ce qui nous intéresse, c'est le gène pied-bol. Donc on va se concentrer là-dessus. Donc comme d'habitude, chaque gène a deux allèles. Donc le mâle, lui, qui est pied-bol, aura les deux allèles pied-bol, étant donné que c'est un gène qui est récessif, donc il n'est visible qu'à l'état d'homozygote. Et la femelle, quand elle est classique, 100% classique. Donc les deux allèles seront classiques. Quand on remplit le tableau, on obtient un allèle classique et un allèle pied-bol. Donc 100% des petits de cette reproduction seront classiques, 100% hétérozygotes, pied-bol. Alors sur ce deuxième exemple, d'un côté on aura l'un des reproducteurs qui sera pied-bol et de l'autre côté l'autre reproducteur qui sera classique, hétérozygote, pied-bol. Donc la femelle, c'est la femelle qui sera classique, hétérozygote, pied-bol. Donc elle a un allèle classique, un allèle pied-bol. Le mâle, lui, est pied-bol, donc les deux allèles sont pied-bol. Donc, quand on remplit le tableau, on a d'un côté 50% des petits qui seront classiques, hétérozygotes, pied-bol. Tout ça parce qu'ils n'ont qu'un seul allèle qui est pied-bol. Et de l'autre côté, les deux allèles sont pied-bol, donc on aura 50% de pied-bol. Voilà, la première partie est terminée, donc là je suis passé rapidement sur les tableaux, c'était juste pour faire un petit rappel, mais si vous voulez en savoir plus, il faut revenir sur l'épisode 1, où là j'explique un peu mieux la génétique. Là on passe sur la partie la plus importante de cette vidéo, qui est la partie numéro 2, où là on va parler vraiment du gène en détail. Donc on va d'abord donner les grandes lignes. Donc les grandes lignes du pied-bol, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un serpent qui a des taches de pigments sur un fond blanc. Donc vous avez la tête pigmentée et vous avez le corps qui est blanc avec des taches, plus ou moins de taches de pigments dessus. Ces taches de pigments en fait dépendent du ou des gènes qui influent sur la pigmentation du serpent. Donc là aujourd'hui on fait le classique pied-bol. Donc là on n'est pas sur de la combinaison, donc c'est le pied-bol le plus classique. Donc la pigmentation sera celle d'un classique. Et vous allez voir un petit peu qu'est-ce que le gène pied-bol fait sur cette pigmentation, entre autres. Donc là, on va attaquer, comme d'habitude, une série de photos où je mets en relief des éléments à observer, et on va pouvoir le commenter ensemble. C'est parti! Alors, pour commencer cette seconde partie, on va commencer par la tête. Donc, je le rappelle, au tout début, je disais que la pigmentation du pied-bol dépend du ou des gènes qui influent sur la pigmentation du serpent. Donc, étant donné que là, on prend des classiques pied-bol, ça sera la forme naturelle, en fait, la pigmentation naturelle qui sera visible sur le pied-bol d'aujourd'hui. Donc, tout simplement, la couleur de fond va être foncé à noir, comme sur le classique de base. Le masque, comme sur le classique, sera brun clair à doré, avec un masque qui part du museau jusqu'au cou. Et comme sur le classique, on aura des yeux qui seront foncés jusqu'au noir. Donc on a vraiment la tête du classique, comme on a vu sur l'épisode numéro 1. Donc maintenant, on va attaquer le motif de la dorsale. Donc là, il y a quand même pas mal de choses qui vont changer. La forme, en fait, on aura un motif qui sera anarchique, qui partira dans tous les sens, qui peuvent rejoindre les motifs sur les flancs, qui seront parfois comme incomplets ou pas terminés.
On aura aussi la couleur, par contre, la couleur ne change pas. On aura une couleur qui sera du brun clair au doré, comme sur le classique, la forme naturelle. Par contre, sur la bordure des motifs, il y a un changement, c'est que là, ça sera foncé, comme sur la forme naturelle. Par contre, des fois, la bordure sera incomplète. Voilà, tout le motif ne sera pas totalement entouré d'une bordure. Donc maintenant, on va attaquer les motifs de flanc. Alors, les motifs de flanc, c'est un peu comme les motifs de la dorsale, ils sont anarchiques, ils peuvent rejoindre la dorsale, et parfois ils sont incomplets. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, tout est vraiment mélangé. Et des fois, ce qui rend un peu difficile à voir où est la dorsale, d'où sont les motifs de flanc. Au niveau de la coloration, là, il n'y a pas de surprise, ça sera du brun clair au doré. Et les bordures, c'est comme sur les motifs de la dorsale, c'est foncé à noir, et parfois c'est incomplet. Maintenant, on va passer à la couleur de fond. Donc, comme sur la forme naturelle, on aura une couleur de fond qui sera de foncé à noir. Par contre, une grosse chose qui change, c'est que on a l'impression, par moment, suivant certains serpents, suivant certaines évolutions, qu'en fait, ça fait des taches noires sur un fond brun clair doré. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur la forme naturelle, où la couleur de fond est quand même nettement dominante sur le serpent. Là, on a tendance à voir l'inverse. Et en fait, ce qui rend un petit peu cette couleur de fond un petit peu en forme de tache, c'est qu'étant donné que les motifs de la dorsale et les motifs de flanc se rejoignent quand même assez souvent, ou les motifs sont assez incomplets, on a beaucoup moins de présence de noir que par rapport à ce qu'on peut voir habituellement sur la forme naturelle. Pour ce qui est de la ventrale, par contre, là, on aura une ventrale qui sera blanche et qui sera uniforme. Il n'y aura aucun motif, aucune tache, rien du tout. C'est un blanc, ça sera un blanc tout le long. Voilà, la partie 2 est terminée, donc maintenant on va passer à la partie 3 qui est un peu celle des commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce gène pied-bol en plus? Déjà, c'est un gène qui n'est pas unique au Python regius, c'est un gène qu'on retrouve dans de nombreuses espèces dans le règne animal, chez les mammifères, chez les oiseaux, on le retrouve chez le cheval, voilà, chez plein de bêtes comme ça. De manière générale, il fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on a un animal qui aura des taches de pigments sur un fond blanc. Ces taches de pigments sont elles aussi altérées, on l'a vu dans la description, hein, donc la tête est quand même épargné, mais le reste du corps est quand même très altéré. Donc ce fond blanc qui est plus ou moins important, hein. Donc vous avez chez le Regius ce qu'on appelle des low white et des high white, donc on aura des animaux avec très peu de blanc, voire pas du tout, mais qui sont quand même pied-bol, et des animaux qui seront extrêmement blancs, et des fois on a tout le corps blanc, juste la tête qui est pigmentée. Cette proportion, normalement, est totalement aléatoire. On peut pas, voilà, quand on fait une reproduction de pied-bol, on peut pas dire, voilà, j'aurai que du high white, j'aurai ceci, cela. C'est vraiment aléatoire. Les taches de pigments, c'est pareil, la forme et la grosseur, ou c'est pareil, c'est aléatoire. Donc j'ai lu quelques articles. Je vais pas en parler aujourd'hui parce que c'était très très compliqué. En fait, il y a des éléments génétiques qui migrent, et au moment de la migration, c'est ça qui donne les pigments, c'est ça qui donne du blanc. C'est très très compliqué. Donc c'est ça qui le rend vraiment aléatoire. Et ces taches de pigments en fait sont touchées aussi. On l'a vu, même sur que c'est un pied-bol de forme classique. Et bien les motifs de dorsale, de flanc, la couleur de fond, tout ça c'est quand même altéré en termes de forme ou en termes de proportion. Donc voilà, là on a vraiment vu le pied-bol dans sa globalité, et après quand il y aura avec les combos, là aussi il y aura pas mal de choses à voir. Donc cette troisième vidéo se termine là aujourd'hui. Je remercie tout le monde de m'aider, hein, donc David Perra, David Ruffinia, il y a Gabi Kraken et puis Jonathan Cossard. Merci à vous de m'aider vraiment à monter ces vidéos. Je remercie tous ceux aussi qui me donnent constamment des photos, dès que je demande sur les groupes sociaux, des photos, vous m'envoyez les photos sans aucun, voilà, tout de suite. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est grâce à vous aussi que ces vidéos sont assez riches en support. Merci à vous tous. Et puis là, les prochains gènes seront, je pense qu'on va attaquer maintenant sur le pastel, et après ça sera le spider.
Voilà, pour changer un peu du récessif. Tout de suite, ben, le petit générique de remerciements, je vous mets, et puis ben, moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!